Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quitte le Boomer Dream. Aujourd'hui, on va parler de la gestion des locataires. On a plein d'anecdotes sur le sujet. On va parler comment les choisir, comment les gérer, comment également fonctionner avec eux quand vous allez avoir des problèmes au cours de la gestion du bail. On va voir tout ça ensemble. Juste avant, j'en profite pour une fois de le dire en début d'épisode. Pensez s'il vous plaît à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify. Vraiment, ça nous aide. Je vous remercie et tout de suite, jingle. Cette semaine, on se retrouve sur le sujet des locataires. Vous allez vraiment kiffer parce qu'on a plein d'anecdotes. C'est un grand sujet. Plein de conseils à vous donner. Et comme chaque semaine, juste avant la boom anecdote, c'est Marie qui va nous la proposer cette semaine. Qu'est-ce qui nous est encore arrivé ? Cette semaine, on est toujours sur quasiment la même histoire que la semaine dernière. Mais si vous voulez, du coup, on avait acheté plusieurs locaux commerciaux dans une même ville. Et du coup, sur un des locaux, il pleut, clairement. La fuite a été réglée, donc c'est tant mieux. Et sur l'autre local, en fait, on s'est arrangé avec notre locataire, on va lui remplacer ses menuiseries. Sauf qu'en fait, on se retrouve dans ils appellent ça site remarquable patrimonial. Et en fait, du coup, toute modification du bien est soumise à autorisation de l'urbanisme. Ce que j'ai fait, du coup, j'avais anticipé un peu le coup. Au final, un mois plus tard, j'ai eu un retour de l'urbanisme et il me demande de faire une demande préalable de travaux pour l'intérieur des travaux que le locataire va faire. Oui, pour les travaux à l'intérieur du local. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'effectivement, en principe, vous avez besoin. La réglementation, c'est normalement en fonction du PLU dans la ville dans laquelle vous êtes. Si vous n'agrandissez pas au-delà de 40 mètres carrés, en principe, vous êtes sur une autorisation préalable de travaux. Au-delà, vous êtes sur un permis de construire et ça dépend de la surface totale de votre bien. On va pas rentrer dans tous les détails. Et normalement, si c'est juste un remplacement de fenêtre, en principe, vous n'avez même pas besoin de demander l'autorisation de votre mairie. C'est juste la vitre, en fait. Exactement. Sachant que là, on est dans un site protégé, donc forcément, en général, quand on touche à quelque chose, il faut leur demander une autorisation, ce qui semble un petit peu logique, parce que c'est toujours pour protéger le patrimoine architectural de la ville, essayer de pas trop dénaturer les façades, d'essayer de garder un certain cachet. Mais ça, c'est ce que je trouve normal. Voilà, tout à fait. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, si par exemple on avait créé des nouvelles fenêtres ou des nouvelles portes, ou qu'on avait rajouté des soubassements, diminué des ouvertures, ça à la limite, je comprends qu'on leur demande, mais c'est vrai que là, en l'occurrence, on ne fait que changer la vitre, parce qu'en fait, l'ancienne vitre est pétée, tout simplement. C'est-à-dire que le carreau n'existe plus, donc il y a bien un moment donné où il faut remettre quelque chose. On remet en fait à l'identique. Donc déjà, en principe, pour remettre à l'identique, on ne serait pas vraiment obligé de leur demander, mais bon, on joue le jeu, ça fait partie des menuiseries, on sait que dans tous les cas, si on le fait pas, ils vont venir nous embêter derrière. Donc on a joué le jeu là-dessus. Sauf que là, en fait, ils sont en train de nous demander une déclaration préalable de travaux pour les travaux à l'intérieur du local, qui dépendent de notre locataire, parce que c'est lui qui les réalise. Et surtout que ça, tout simplement, ce n'est pas légal, parce qu'il n'y a aucun texte de loi en France qui dit que quand vous faites des travaux à l'intérieur d'un local, il y a des cas où vous demandez à la mairie. En fait, ça n'arrive jamais parce que ça les concerne pas, tout simplement. Oui, en fait, c'est un petit excès de pouvoir qu'ils font parce que je pense qu'ils veulent savoir exactement ce qu'on fait, ce qu'on va mettre. Mais moi, ce qui me chagrine un peu dans cette histoire, c'est que déjà, ce local, il est à l'abandon, je pense, depuis plus de 10 ans, un truc comme ça. Que nous, on fait quelque chose de propre à l'intérieur, on redynamise un petit peu parce que il va y avoir un commerce. Et en fait, ils viennent nous casser les bonbons pour une déclaration préalable de travaux, sachant que cette même mairie nous doit quand même 3 mois de loyer actuellement. Oui, c'était ça, si vous avez suivi, c'était la boom anecdote de la semaine dernière, où effectivement on était en train de vous dire que la mairie devait nous verser un loyer et qu'en fait ils ne l'avaient toujours pas fait, et en fait c'est les mêmes qui là sont en train de nous casser les pieds allègrement pour ces travaux. Donc je me calme sur les recommandés parce que là ça fait quand même 1 mois et demi que j'essaye de récupérer les loyers et que j'y arrive pas. D'ordinaire j'aurais envoyé un recommandé, mais en fait vu qu'ils doivent me donner une autorisation d'urbanisme, j'attends un petit peu. Donc voilà, c'était la boom anecdote de cette semaine. On va tout de suite enchaîner sur l'épisode. Bon, du coup, dans cet épisode, on va parler de la gestion des locataires. Grand sujet parce que nous, on gère en direct nos locataires. Pour l'instant, on n'a jamais fait appel à une agence.
T'as des conseils pour trouver un bon locataire? Oui, parce que c'est vrai que ça fait partie en général quand vous avez envie d'investir dans l'immobilier, il y a deux grandes peurs qui vont avant tout arriver en premier. C'est bon, la difficulté de financement, ça on en a déjà parlé, je vous avais dit qu'il y aurait un épisode dédié sur le financement, il arrivera, vous inquiétez pas. L'autre grande peur qu'on a, c'est les locataires, comment on fait si le locataire paye pas, comment on fait si le locataire dégrade tout, comment on fait, il y a plus de bons locataires, etc. Donc là, on va vous faire vraiment notre retour d'expérience et vous donner des vrais conseils sur comment faire les bons choix, gérer les conflits, trouver des locataires et ça commence avant tout sur la recherche de ceux-ci. Donc nous, c'est assez simple, on a toujours fait nos recherches de locataires sur le bon coin. C'est arrivé par exemple notamment pour des locaux professionnels où là ça pouvait être quelqu'un qui nous le recommandait par exemple, mais la plupart du temps on l'a fait sur le bon coin et en fait c'est dès les premiers messages que vont vous envoyer les candidats où déjà vous faites un tri. C'est-à-dire que bon, forcément, vous allez vous adapter un petit peu. Si on est sur un appartement local commercial, vous n'allez pas déjà avoir le même nombre de demandes. Forcément, sur un appartement aujourd'hui, vu la tension locative, vous avez beaucoup de demandes qui vont arriver en même temps. Sur un local commercial, forcément, vous avez moins de candidats. Mais directement, par exemple, si vous mettez, je préfère être contacté uniquement par message Le Bon Coin ou par SMS, par exemple, si vous avez des gens qui commencent à vous appeler 15 fois dans la journée, le même numéro, c'est sûr que déjà, vous n'allez pas les prendre comme locataires parce que si déjà ils commencent à vous harceler pour louer le logement, c'est-à-dire que le jour où ils vont avoir le moins de problèmes dedans, ils vont vous harceler pareil. Donc typiquement, c'est les petits trucs bêtes sur en fait essayer de sélectionner des gens qui se comportent bien comme vous en fait, qui vont avant tout pas faire des dingueries avant tout déjà pour vous contacter. Donc là vraiment la première clé commence aux premiers échanges et notamment sur l'aspect de l'orthographe. Bon, bien sûr, c'est pas parce qu'on écrit mal que on est une mauvaise personne, mais bon, des fois, quand vous recevez des messages sur Le Bon Coin ou par SMS et que vous voyez qu'il y a littéralement 5 fautes à chaque mot, en fait, vous pouvez déjà vous douter que derrière, si vous rencontrez la personne, à mon avis, elle va pas vous faire bonne impression. Moi, ce que j'aime, enfin, mon critère de sélection, c'est surtout la manière dont ils répondent. Si je leur demande une liste de documents, c'est qu'ils sont capables de m'envoyer le dossier complet sans que j'ai besoin de vérifier, checker et que je me rends compte que tout y est en fait. Quand même s'ils écrivent pas très bien, parce que voilà, on n'est pas tous égaux face à l'orthographe, mais déjà s'ils arrivent à remplir une liste et à faire ça de manière consciencieuse, moi je trouve que c'est bien. Oui, déjà qu'ils arrivent à vous envoyer quelque chose de complet parce que vous allez très souvent avoir le cas où finalement il va manquer la moitié des papiers ou les papiers sont pas au nom de la bonne personne, ça arrive souvent. Et t'as une anecdote à rajouter là-dessus? Mais je sais pas si tu te rappelles, c'était un de nos premiers apparts. En fait, tu parlais avec une dame pour avoir l'appartement. Et en fait, au moment de réceptionner le dossier, en fait, c'était pas une Céline, c'était un Thierry qui n'avait rien à voir avec la dame. Ah oui, ça aussi, ça peut arriver et ça fait partie des... En fait, il avait peur, le monsieur, qu'on le prenne pas parce que c'est un monsieur ou préférait se baser sur le dossier bancaire de je sais pas qui. Je sais même plus s'il était venu visiter celui-là finalement, mais c'est vrai que typiquement, quand vous discutez avec quelqu'un, si la personne, elle vous envoie des éléments qui correspondent pas, simplement, je sais pas, si elle a un pseudo Le Bon Coin qui s'appelle Camille et que vous recevez tout un dossier où c'est marqué Thierry dessus, forcément déjà il y a un loup. Ouais, alors bon, ça peut se justifier, c'est sa fille qui lui a prêté son compte Le Bon Coin ou qui discute pour lui. Enfin en fait, c'est toujours pareil. Il se présente correctement. Voilà, c'est ça, faut toujours préciser les choses. Le monsieur il s'était pas présenté, il se faisait croire que c'était une dame. Une dame, c'est ça. Donc là déjà il y a un loup, typiquement il y a déjà un warning et vous savez ce qu'on dit sur les locataires, c'est quand il y a un loup, il y a pas de loup quoi. C'est-à-dire que si vous avez un doute, en général il faut mieux ne pas y aller. Moi je me rappelle ce qu'il voulait en fait, c'est que du coup je crois que c'était une amie à lui qui lui prêtait tout son dossier bancaire pour que ce soit lui à la fin et tu sais pour que ce soit à son nom à elle, en fait c'était pas elle qui allait être locataire dedans. Ça c'est giga problème après. Donc, exactement. Assurez-vous que c'est bien la bonne personne que vous avez. Oui, tout à fait. Et puis assurez-vous toujours, ça c'est des choses qui sont ultra importantes, mais soyez toujours carré sur l'aspect juridique parce qu'ensuite, une fois que la personne elle commence à vous envoyer des documents, qu'elle se montre intéressée pour louer le logement, vous allez devoir faire un bail au nom de cette personne-là. Si elle n'a pas des documents qui sont conformes, si elle vous a pas donné une pièce d'identité, un avis d'imposition, par exemple s'il est étudiant, un justificatif à la faculté par exemple, commencez déjà à vous dire qu'il y a warning parce que ça pourra vous être reproché derrière. Si maintenant vous deviez signer un bail avec quelqu'un et qu'en fait il a des documents qui sont pas à son nom, en fait soit l'autre personne se met caution tout simplement, soit vous faites pas le bail au nom de l'autre personne parce que peut-être qu'il a volé les documents, peut-être que l'autre personne
personne, elle a pas très bien compris pourquoi il lui avait demandé toute cette liste-là pour en fait faire un bail à son nom. Et derrière, vous risquez de vous retrouver dans des ennuis, même si vous, juridiquement, vous avez rien fait d'illégal. En face, l'autre partie l'a fait, mais en réalité, une fois qu'elle sera dans votre appartement, vous allez avoir énormément de mal à la gérer. Tu trouves qu'il y a des critères, que ce soit un locataire d'habitation, un locataire professionnel, du coup, tu penses que ça diffère un peu ou tu regardes les mêmes choses ou pas? Non, pas du tout. En fait, avec notre expérience, que là, je pense qu'aujourd'hui, on a eu à peu près, je pense depuis le début, une soixantaine de locataires en tout. Moi, j'ai pas compté précisément, mais c'est vrai qu'on en a quand même vu beaucoup. Une grande majorité, je pense que sur les 60, il y en a dû y en avoir 55 ou 58 où ça s'est bien passé et 2-3 où ça a été plus compliqué, voire que ça s'est un peu mal passé sur la fin, on vous le racontera aussi. Mais c'est vrai que sur les appartements, moi avant tout ce que je vais regarder, c'est d'essayer d'avoir quelqu'un avant tout de bien élevé, donc ça c'est assez difficile parce que parfois vous pouvez avoir quelqu'un, et moi ça m'est arrivé une seule fois de me faire avoir, d'ailleurs ça fait la première anecdote, quelqu'un qui présentait bien sur tout rapport, qui parlait bien, qui m'avait fourni tous les documents pour louer l'appartement, et en fait au jour de faire l'état des lieux, heureusement il y avait une garantie Visal, il m'avait demandé si plutôt que me faire un chèque, il pouvait me faire un virement pour le dépôt de garantie. Moi, naïvement, j'ai accepté parce que je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai une garantie Visal et puis il présentait bien sous tout rapport, il est jeune, bon, probablement qu'il a pas checké, ça peut arriver, etc. Finalement, il est rentré dans l'appartement, il n'a jamais payé un centime, il n'a jamais fait le moindre virement, on n'a même pas reçu le premier loyer. Heureusement qu'on avait fait une garantie Visal qui nous a couvert et qui a payé 100% des loyers du premier au dernier mois. Donc en fait, on n'a pas perdu de loyer dans cette histoire-là. C'est l'État qui a payé pour ce monsieur, ouais. pour ce monsieur exactement. Parce que bon, la garantie Visal, on en avait déjà parlé. Hein, c'est une garantie pour les jeunes de moins de 30 ans ou pour les gens qui sont au chômage de pouvoir quand même trouver un appartement. Donc c'est très rassurant pour les propriétaires parce qu'en fait c'est gratuit et quoi qu'il arrive, vous avez l'État qui est derrière pour payer. Et en plus, vous n'avez pas de délai de carence comme vous pouvez avoir dans certains assureurs externes. Donc en fait, c'est vrai que c'est assez intéressant, mais franchement là je me suis dit bon mais très bien, je me suis fait avoir première et dernière fois, le dépôt de garantie, le premier loyer c'est payé en chèque, si c'est pas par chèque c'est en espèces, sinon on ne fait pas l'état des lieux, je ne remets pas les clés, et de me méfier de même si on trouve justement quelqu'un de bien élevé, ça suffit pas. Et pourquoi j'ai cette démarche-là, c'est qu'avant tout, quand vous allez louer un appartement, la personne elle va vivre dedans. Et en réalité, quand vous êtes investisseur, ce que vous voulez éviter, c'est d'avoir des problèmes. Donc des problèmes, ça peut être vraiment divers. Hein. Ça peut être des problèmes de voisinage, ça peut être des problèmes de la personne va mal payer son loyer, ça peut être des problèmes de elle va salir l'appartement ou ça va devenir insalubre, mais de son fait parce qu'elle ne nettoie pas suffisamment. Enfin, il peut y avoir tout un tas de cas où en tant que propriétaire, vous allez être embêté. Et moi vraiment c'est ce que vraiment sur le locatif d'habitation, c'est ce que je fais attention, c'est vraiment d'essayer de trouver quelqu'un qui se comporte bien et qui va rendre le logement dans le même état qu'il l'a trouvé et payer tous ses loyers. Ça existe, faut juste être assez vigilant et pas se laisser avoir parce qu'on peut parfois se dire, c'est-à-dire qu'effectivement quand vous avez un bien qui est pas loué, vous dites je perds de l'argent, faut que je le loue là rapidement. Ne prenez jamais le premier venu, essayez toujours de faire plusieurs candidats. Après ça nous a aussi arrivé une ou deux fois, on a eu des candidats qui c'était les premiers à visiter, ils cochaient toutes les cases et ça s'est bien passé avec eux. On avait même eu un couple, tu te souviens, qu'on a signé le jour du confinement. Ouais. Alors franchement cette anecdote-là, elle est incroyable. C'est-à-dire que le jour du confinement, alors je sais plus, c'était le 16 mars 2020, et sachant qu'après on pouvait plus faire de contrat de location pendant 3 mois, on a réussi à louer l'appartement in extremis à un couple qui était pas d'ici en plus. Qui était pas d'ici, ils étaient super contents d'arriver sur Montpellier, de pour découvrir la ville, la vie au soleil. Je crois qu'ils venaient de Rennes ou un truc comme ça. Oui, exactement, ils étaient de Bretagne. Ils ont fait 4 mois confinés, enfermés dans l'appartement. Exact. Et vraiment, ils sont rentrés dans l'appartement le jour où le lendemain on pouvait plus se déplacer. Enfin, incroyable cette histoire. Et sur les locataires commerciaux, j'ai une autre démarche parce que déjà quand vous êtes sur du commercial, vous allez être sur des gens qui travaillent, donc en principe forcément vous allez avoir quelqu'un qui vous paraît bien sous tous les rapports. Si c'est pas le cas, là aussi vous dites non et vous donnez pas suite. Mais par contre, je vais être plus tatillon sur des éléments financiers, sur est-ce que le business plan est cohérent, est-ce que la personne sera en capacité de faire ses travaux, est-ce qu'elle a de la trésorerie. Je vais un peu plus avoir une démarche financière un peu comme un banquier, comme si j'allais faire un prêt à la personne, pour savoir si je peux me permettre de lui louer mon bail commercial et qu'elle est capable de le rentabiliser. Quand par exemple on tombe sur une période où tu sais il y a des trous au niveau de la demande locative, pour toi il vaut mieux quand même du coup patienter quitte à avoir une espèce de coup d'opportunité plutôt que choisir quelqu'un sur lequel on n'est pas tout à fait enchanté, tu vois.
Oui, bah ça nous est déjà arrivé là aussi, hein. Alors, par exemple, vous avez les périodes où vous allez avoir très peu de demandes locatives, donc ça va être février, mars. À partir d'avril, en général, ça reprend un peu. Après, vous avez la fin d'année, donc novembre, décembre, vous n'avez pas trop de demandes non plus. Ça, c'est des périodes où effectivement, si jamais vous devez louer votre appartement pendant ces mois-là, vous allez avoir très peu de demandes, très peu de visites, et du coup ça peut baisser un petit peu la qualité du choix que vous allez avoir à faire. Et dans ces cas-là, je vous conseille d'être un peu patient. C'est pas ni votre appartement qui est trop cher, ni le marché local qui tourne au ralenti, c'est juste des mois où en fait les gens déménagent moins. Novembre-décembre, c'est parce qu'on approche Noël et que du coup comme un déménagement ça coûte toujours un petit peu, puis les gens sont plutôt en famille, donc en général les gens qui vont déménager le reportent toujours un peu dans le temps. Et le mois de mars, c'est parce qu'en fait on est un peu sur une période creuse, on est entre le début d'année où en général janvier vous avez pas mal de demandes, et on n'arrive pas encore à la fin du printemps, début de l'été, où vous avez le grand turnover annuel des appartements. Donc c'est vrai que c'est des périodes où soit vous avez de la chance et vous trouvez quelqu'un, soit vous attendez un petit peu, ça va pas durer 3 mois, un maximum vous allez perdre un mois peut-être dans cette histoire-là, mais vaut mieux perdre un mois et trouver un locataire de qualité que prendre le premier venu et derrière avoir 3 ans de galère. Et toi, quels seraient tes choix pour choisir des locataires? Les mêmes que les tiens. Non, généralement, de toute façon, je suis en accord avec toi là-dessus. C'est vrai qu'on regarde à deux, mais bon, toi, quand t'as par exemple quelqu'un au téléphone, à quoi tu fais attention? Quelqu'un qui marcelle pas, parce que t'as dit tout à l'heure, parce que moi je supporte pas les gens qui marcellent. Ouais. Et voilà, quelqu'un qui, moi je cherche pas quelqu'un qui écrit particulièrement bien ou quoi, mais quelqu'un qui est carré dans ses papiers, et quand je fais visiter, je sens si ça va le faire ou pas, je sais pas si c'est un 6e sens féminin. Oui, si t'as pas quelqu'un qui est trop tatillon. Pour l'instant je me suis pas trompée, donc on va voir, mais ouais, généralement quelqu'un qui tatille pas trop, qui pose des questions cohérentes. Qui raconte une histoire cohérente aussi. Ouais, voilà. Moi, j'aime bien poser un petit peu la question de ce qu'ils font dans leur... Enfin, forcément, je vais le savoir, mais j'aime bien les faire parler un petit peu parce que des fois, on n'a pas toujours le dossier bancaire à l'avance. Enfin, c'est aussi locataire. T'as dit 3 fois dossier bancaire depuis le début, je t'ai pas corrigé, mais... Et voilà, c'est ce que je regarde généralement. Oui, mais en fait, t'as raison, et je pense notamment sur l'aspect tatillon au moment de la visite, parce que quand vous allez faire visiter votre bien à vos potentiels locataires, d'ailleurs, je vous conseille de les regrouper. C'est assez facile pour les regrouper, pour que vous perdiez pas trop de temps. En général, on prend un samedi après-midi, c'est souvent là où tout le monde peut être disponible. Vous essayez de caler entre 4 et 8 visites à peu près. Pourquoi autant? C'est qu'en général, vous avez toujours quelqu'un qui vient pas. C'est ça, vous avez toujours 50% de pertes dans l'histoire en moyenne, c'est à peu près ce qu'on a sur les visites. Faut pas oublier de les relancer le matin même pour être sûr qu'ils viennent, parce que par exemple si vous avez pris rendez-vous 3 jours avant, mais parfois la personne a changé d'avis, elle a trouvé un autre appartement, et si elle vous répond pas, c'est qu'elle viendra pas, ça c'est sûr. Mais bon, des fois les gens ils ont oublié de vous préciser qu'ils viendraient pas, ou alors au contraire ils vous confirment qu'ils viendront, et ça aussi c'est rassurant. Et effectivement, quand vous allez faire la visite, c'est important, c'est le moment où vous rencontrez la personne, ou si vous avez un petit peu ce feeling de savoir est-ce que la personne vous pouvez lui faire confiance, est-ce que vous allez pouvoir avoir, on va dire, une relation équilibrée avec elle. Je parle de relations juridiques sur le contrat de bail, qu'elle va pas commencer à être tatillon sur tout, parce que si effectivement elle commence à regarder chaque centimètre carré de l'appartement et vous dire tout ce qui va pas, en général ça part mal. Elle vérifie la toiture, tu sais. Non, mais c'est ça, parce que des fois on a des cas, parce que bon, forcément on donne des appartements qui sont rénovés, en plus des fois ils sont meublés avec des meubles neufs, mais ça peut arriver que la personne elle commence à regarder, elle juste vous le locataire d'avant qui a abîmé un petit truc. C'est ça, parce que le locataire d'avant, bon, peut-être qu'il a, je sais pas moi, il a fait une petite trace sur le mur, bon, c'est pas la mort, on va pas faire repeindre tout l'appartement parce qu'il y a une petite trace sur le mur, et je veux dire, bon, bien sûr qu'on le marquera sur l'état des lieux pour la nouvelle personne, mais je veux dire, si déjà à la visite elle commence à vous dire, vous vous rendez compte, la peinture faut tout refaire, machin, etc., j'ai envie de lui dire, t'achètes pas l'appartement, t'es juste là pour louer, quoi. Je veux dire, si t'es pas content, t'en prends un autre. Et en fait, il faut surtout pas louer à ces gens-là, parce que ils sont du genre à trouver le moindre souci et derrière à vous faire des scènes sans raison. Les gens comme ça, par exemple, c'est des gens qui avaient beaucoup, enfin moi j'en ai déjà eu, mais des gens qui avaient beaucoup d'exigences pour le type d'appartement qu'ils souhaitaient. Oui. C'est-à-dire, je me rappelle, quelqu'un qui cherchait un loyer à 400 €, des exigences comme si on était sur un 4 pièces, quoi. Moi j'étais c'est petit, c'était quelque chose dans le marché, je veux dire, on n'est pas des marchands de sommeil non plus, mais c'est vrai que c'était fait pour une personne, c'était pas fait pour 2, pour 3, pour 4,
Et à 400 Et on euros. n'était pas sur un penthouse Non, mais au vraiment, 8e on était étage pas à avec Hollywood, piscine quoi. et vue sur la plage. Non, mais c'est. Elle m'avait espanté cette dame. Enfin, bref. Ah oui, non, mais ça vraiment, c'est les cas que vous allez avoir aussi. C'est-à-dire que vous avez des gens qui trouvent que le loyer est trop cher, qui ne veulent rien payer, etc. Donc forcément, bah, ils vont commencer à faire des visites dans leur prix. Et en fait, ils se rendent compte, bah, forcément que pour ce prix-là, bon, on peut avoir des beaux logements à tous les prix, mais je veux dire, forcément, en général, c'est plutôt une question de superficie. Oui, c'est ça, ouais. Pour 400 euros, c'est normal que vous n'allez pas avoir un penthouse avec piscine. Enfin, vous avez ça enfin, vous n'avez pas ça où que ce soit en France. Vous l'avez peut-être dans certains pays du tiers-monde, et encore, parce que pourtant les marchés d'habitation, en tout cas sur les beaux biens, ont monté partout dans le monde, mais bon, c'est juste incompréhensible, quoi. À un moment donné, forcément, on a tous été étudiants, on a tous eu un petit loyer, forcément, on a un petit appartement. Ça, malheureusement, c'est le marché qui est juste fait comme ça, quoi. Parlons un peu communication, du coup. Toi, quelle attitude tu t'adoptes avec les locataires ou futurs locataires? Au niveau de la communication, des échanges avec eux, alors moi je vous conseillerais toujours d'être très distant et dans le sens professionnel, pas distant de pas répondre à la personne, mais d'être très professionnel. C'est-à-dire que moi j'adopte en toutes circonstances le vouvoiement. Il y a quelques rares cas où on se tutoie avec des locataires. J'en ai, ça m'est déjà arrivé. Après, c'était plutôt en général pour la fin de bail, quand tout s'était bien passé et que la personne n'avait jamais créé de problème, et pour quelqu'un que je m'étais rendu compte qui avait le même âge que moi, ou à un moment donné, c'est vrai que c'est plus agréable de se tutoyer. Mais voilà, la visite, je vous conseille toujours d'adopter le vouvoiement. C'est justement pour éviter cet aspect où en fait le locataire il peut un peu avoir l'impression de devenir votre ami, et qu'en fait il va pouvoir jouer sur une pseudo-corde sentimentale, de vous demander des choses qu'il ne devrait pas vous demander, ou d'essayer de vous négocier quelque chose qui ne doit pas l'être, simplement parce qu'il va se permettre de vous tutoyer. Et également, moi je considère quand même que le vouvoiement a une certaine marque de respect. Alors bon, forcément, même dans certains milieux d'affaires, quand on rencontre des gens, on emploie le tutoiement tout de suite, parce que c'est juste quand on est, on va dire, tous entre moins de 30 ans, même dans le milieu professionnel, on peut directement se tutoyer sans souci. Mais dans l'aspect location, il faut jamais oublier que c'est vous le propriétaire, que la personne qui vient louer, elle va être locataire, que forcément vous êtes quand même dans une relation qui va plutôt être déséquilibrée, et que le vouvoiement est une marque de respect mutuel qui est importante. Donc si en face vous avez quelqu'un qui commence à vous tutoyer tout de suite parce qu'il vous trouve jeune, ou je ne sais pas, parce que vous êtes une femme, ou peu importe, ça aussi, warning, à mon avis, vous ne devriez pas choisir cette personne. Moi j'avais un peu de mal avec ça au début, c'est que quand tu parles de relations déséquilibrées, moi je le sentais vraiment, j'avais l'impression d'être comme avec mes clients, tu sais, en compta. Je sais pas comment dire, comme s'il fallait remplir plein de bonnes cases du bon propriétaire, alors qu'au final, ça doit pas être une relation si déséquilibrée que ça. C'est-à-dire que vous lui donnez un logement en échange de lui, enfin, lui il paye un loyer en échange d'un logement, mais du coup, il faut vraiment que ce soit équitable et que l'un n'ait pas l'emprise sur l'autre. Ah oui, absolument, mais moi je trouvais que c'était dur ça au début à assimiler. À mettre en place. Mais en fait, c'est juste d'avoir une relation d'affaires, c'est-à-dire que c'est un respect mutuel, et c'est exactement la même chose que si tu vas acheter du pain à la boulangerie, tu dis bonjour, est-ce que je pourrais vous acheter votre pain? Bon, ben c'est combien? Mais quand tu veux que ça se passe super bien et qu'il n'y ait pas de défaut de paiement, tu vois, moi je me chie un peu à cause de ça aussi, tu vois. C'est-à-dire que j'avais peur que si ça se passait pas bien, ou qu'il me trouvait pas sympa, ou que... qu'il allait avoir des défauts de paiement. Ouais. Ben, moi je pense que c'est décorrélé, ça. Je pense que si défaut de paiement ou problème il doit y en avoir, finalement peu importe le propriétaire que vous êtes, ça ne changera rien. Si vous faites 2m10 et 120 kilos, peut-être que là ça peut... Il y a des cas où le mec vous dira, bon ben quoi qu'il arrive, même si je dois me saigner, je le paierai, sinon je vais mourir, peut-être. Non, je blague à part. Mais sinon, non, je pense que si quelqu'un doit à un moment donné ne pas payer son loyer, peu importe la manière dont le propriétaire s'est comporté, ça changera pas grand-chose. Je pense qu'en revanche, le fait de avoir un respect mutuel et justement avoir cette attitude professionnelle, c'est plutôt s'éviter des ennuis qui va peut-être vous demander des choses qu'il aurait pas dû vous demander, vous dire écoute, comment ça va, bien, et toi, bon ce mois-ci, plutôt que de payer le 5, je vais te payer le 15. Ça, c'est quelque chose que votre locataire peut vous demander, mais c'est bonjour monsieur, excusez-moi, j'ai un problème, est-ce que je pourrais vous payer le 15 plutôt que le 5 ce mois-ci? Voilà, ça c'est la manière de le demander. Si maintenant il commence à te tutoyer et à vous dire non mais comment ça
ça va, bah non mais je te paye le 15, c'est normal, pas de souci. Enfin je veux dire non, c'est pas comme ça qu'on demande, on est dans une relation quand même professionnelle, il y a des codes qu'il faut absolument respecter. Je pense qu'il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé pour l'instant sur le choix du locataire, c'est est-ce qu'on le fait soi-même ou est-ce qu'on le délègue à une agence? Moi je dirais 100% soi-même. C'est-à-dire que même si même si vous avez recours à une agence, il faut que vous donniez votre opinion. Je sais pas, c'est une histoire de karma après. Je pense que quand c'est votre bien, les autres peuvent jamais aussi bien choisir que vous en fait. Et que si ça se passe mal, au moins c'est de votre fait et pas de celle de l'agence. Ah ouais, toi c'est uniquement une histoire de karma. Non, moi c'est juste une histoire que, pour être très sincère, c'est pas leur argent, donc ils vont pas faire attention, tu vois. Bah, en fait, en fait, je suis désolé, mais ils devraient le faire parce que si vous passez par une agence, donc là, on parle de déléguer, ça veut dire passer par une agence immobilière qui va trouver un locataire pour vous, qui va le mettre en location et qui va le gérer. Forcément, ça a certains coûts. Normalement, ça coûte 7% des loyers hors taxe, ça peut coûter un peu moins de 10% de vos loyers par an, donc c'est quand même un coût qui est pas négligeable. Alors, ok, peut-être que sur un appart de 400 balles, l'agence elle gagne pas grand chose. Oui, je suis d'accord, mais imaginez combien de lots elle gère. En général, une agence immobilière qui fait de la gestion par personne à temps plein. Ils ont une centaine de logements à peu près, donc vous avez une idée du chiffre d'affaires qu'ils peuvent encaisser. Et je suis désolé, mais en fait c'est leur job de agir dans l'intérêt du propriétaire, c'est-à-dire du client, et de sélectionner des locataires qui ne posent pas souci, étant donné en plus du fait que eux sont professionnels et que donc ils se doivent d'être meilleurs que le propriétaire. Si justement ils sont moins bons que le propriétaire, pourquoi est-ce qu'on passerait par eux? Et moi, mais là t'as des questions de principe. Non, c'est pas une question de principe, c'est une question que pourquoi on passerait par une agence. Le principe et la réalité c'est que dans les faits ils sont pas comme ça. Donc enfin je dis pas que ça existe pas des bonnes agences. Oui, mais du coup c'est pas une question de principe. Non, c'est plutôt pour répondre à la question pourquoi nous on ne délègue pas, qu'on passe pas par une agence. C'est parce qu'en fait sur la partie de gestion locative, ils sont mauvais. On n'a pas encore réussi à trouver une agence, en tout cas qui trouvait grâce à nos yeux. On a fait quelques petits tests. Des fois c'était juste de confier à une agence le fait de trouver un locataire, et déjà rien que pour cette étape là, c'est à dire qu'on parle même pas de choisir forcément un bon locataire, on parle de trouver un locataire. Vous dites oui c'est une agence, ils ont pignon sur rue, ils vont vous trouver un locataire en 48 heures. Au final ça arrivait des cas où j'avais mis j'avais été malin, j'avais mis une annonce pour un local professionnel en agence, donc en fait l'agence devait trouver un locataire pour c'est une agence avec qui on a des super relations quand même. Oui, c'est une agence avec qui on s'entend bien, mais bon, je voulais tester leurs compétences, leur démarche pour trouver un locataire. Je l'ai trouvé avant eux sur le Bon Coin. Donc à un moment donné, il faudrait m'expliquer quel est le soi-disant réseau d'une agence qui est censé connaître tout le monde dans une ville. Comment ça fait que c'est moi qui, avec simplement le Bon Coin, je trouve plus rapidement un locataire que... Elle avait mis je sais pas combien de temps la petite jeune à te trouver. Mais c'est ça. Et en plus, et c'est toujours pareil, mais moi je fais je mets une grande importance à la qualité toujours du service que vous avez. Moi ça me gêne pas de payer un prix si derrière vous avez du service client et de la qualité. En fait, tout se paye, c'est certain, mais je veux dire, si derrière vous avez aucune qualité, je suis désolé, mais ça vaut pas le même prix. Des problèmes, par exemple, un loyer qui est pas payé alors que c'est géré par l'agence, ou des factures tout le temps de travaux, de petits travaux, parce qu'ils ont quand même, je crois que c'est 150, non? Oui, ils ont une petite marge de manœuvre. Ils ont une marge pour gérer les travaux eux-mêmes. Mais pour revenir à l'anecdote que j'étais en train de raconter, en fait, en plus qu'ils ont eu du mal à trouver directement un preneur, parce qu'en fait, je l'ai fait 2 fois, donc il y a une fois où c'est moi qui l'ai trouvé plus vite et une autre fois où finalement ils ont réussi à trouver quelqu'un. En fait, la personne de l'agence qui s'occupait de faire l'état des lieux, en fait, n'avait aucune information. Il pensait qu'il y avait un compteur d'électricité, alors qu'en fait, c'est comme c'était un local professionnel dans un immeuble, l'électricité était commune. Enfin bon, bref, il y avait rien qui allait. Et même pour la facture, parce que forcément l'agence avait fait l'état des lieux et trouvé le locataire, donc on leur devait l'équivalent d'un mois de loyer de commission. J'ai reçu la facture, je dis il n'y a pas de souci, j'ai bien votre facture, envoyez-moi un RIB, je vous fais le virement de suite. Pas de réponse. Forcément, 10 jours après, je me prends une relance. Oui, je suis désolé, mais on n'a toujours pas reçu votre paiement. Je dis, moi, j'ai toujours pas reçu votre RIB. Ah oui, désolé, j'ai oublié de vous l'envoyer, etc. Enfin, je suis désolé, mais ils sont même pas foutus d'envoyer un RIB dans les temps. C'est chaud. C'est un autre débat. C'est ça, c'est pour vous dire que pour l'instant, les expériences qu'on a eues avec des agences sur la partie gestion, c'était pas concluant et que pour l'instant, on préfère tout garder nous-mêmes. Mais on sait que malheureusement, c'est un modèle qui, à un moment donné, a une fin. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, on pourra pas tout gérer nous-mêmes. On sera obligé de faire appel à un tiers parce que, sinon, on va y passer toutes nos journées. Ouais. Et qu'en plus, si on veut commencer à voyager un peu plus, forcément, il faut à un moment donné avoir quelqu'un sur qui se reposer, qui peut prendre le relais là-dessus.
L'autre gestion... Moi, vraiment, ça me dérange pas de perdre un peu en renta en payant quelqu'un, mais que ce soit géré et que ça me fait gagner du temps, honnêtement, moi, ça me dérange pas, mais il faut que ce soit bien fait, quoi. Exactement. L'autre solution qui est à peu près dans le même ordre de prix, mais qui est plus compliquée, parce que là, vous devez trouver quelqu'un qui est bon, c'est de trouver un gestionnaire directement. Donc c'est pas une agence en fait, c'est quelqu'un qui ne fait que de la gestion générale à son compte, qui n'a pas de local, donc il a on va dire que sa marge sur la gestion de votre logement est plus grande parce qu'en fait il a pas de frais, il ne fait que ça. Et l'avantage c'est qu'en fait lui en général est bon parce que justement il y en a pas beaucoup dans chaque ville, c'est plutôt c'est pas vraiment une profession. Parfois bon forcément la personne elle a même pas la carte G de gestion locative, mais bon en fait c'est pas un souci, vous lui payez 10% de vos loyers et il gère même la partie des travaux et c'est censé être quelqu'un de plus sérieux. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on devra faire à terme, mais bon, pour l'instant, on n'a pas rencontré quelqu'un de notre réseau qui faisait cette activité. Tu vois qui c'est, Timothée Moirou? Oui, je vois bien. Ouais, c'est un youtubeur. Ouais, c'est un youtubeur. Enfin, c'est un giga mec chaud dans l'immobilier. J'aimerais bien peut-être un jour le recevoir dans le podcast. Ouais, ça serait quelqu'un que j'aimerais bien. Je pense qu'on aura des bonnes conversations. Bon, lui, vraiment, il a 24 ans, il est limite diplômé de médecine, mais il a surtout plus de 80 biens. Enfin, c'est un truc de fou. Et ben lui, en fait, il paye sa femme directement. Oui, c'est vrai que lui, il a choisi une des dernières méthodes quand vous avez beaucoup de biens. Et c'est peut-être un bon compromis. Moi, je veux pas faire ça, je te le dirais. Bon, dommage. Bon, il y a une offre à prendre. On passe une annonce pour recruter à temps plein quelqu'un pour s'occuper. Non, pour l'instant, on n'est pas assez grand pour ça, mais c'est une solution, c'est de trouver un ami, quelqu'un de votre famille. Qui vous pouvez vraiment faire confiance, que vous pouvez former, parce que c'est un métier de gérer des biens, c'est pas juste vous prenez n'importe qui et la personne le fera bien. Non, c'est quand même un métier, il y a des choses à savoir, il y a une expérience à se faire aussi là-dessus, mais effectivement, comme tu le disais, salarier quelqu'un en interne, c'est une solution, et c'est parfois comme ça que font les très gros patrimoines qui ont, comme le youtubeur que tu cites, qui a 80 logements, ou parfois qui dépasse les 100, parce que parfois vous avez des familles qui peuvent avoir jusqu'à 150, 200 logements, parfois plus, s'ils ont fait ça sur plusieurs générations, ou que ça a été des manias de l'immobilier, et à ce moment-là effectivement ils vont directement salarier quelqu'un parce que bon, ils fonctionnent en société en général à ce moment-là, et ils salarient quelqu'un directement dans la société pour s'occuper à temps plein de leur patrimoine. Il y avait aussi ça, je sais plus si tu l'avais vu à l'époque, c'était comment il s'appelait ce youtubeur, c'est un youtubeur qui fait plus de vidéos, mais bon c'était un ancien. Timon Limo. Non, pas du tout. C'était un vieux bonhomme qui avait 60 ans et qui avait fait fortune, un ancien pompier aussi qui avait acheté plein d'appartements à Paris et qui maintenant avait des dizaines de millions d'euros de patrimoine immobilier. Il avait salarié quelqu'un. Il était passé dans un reportage sur une chaîne de télé, je crois M6 ou un truc comme ça. Et il avait trouvé justement de ses amis qu'il avait salarié et en fait son pote travaille pour lui depuis 20 ans à gérer son patrimoine immo. Parce que bon, et après il y a des périodes, moi j'ai l'impression en immobilier, il y a des périodes où on fait rien du tout, il y a des périodes où on sait pas pourquoi ils se réveillent tous, ils ont tous des problèmes, ils veulent tous quitter leur appartement, ils veulent tous quelque chose. En fait, c'est la saisonnalité de l'investissement, c'est-à-dire qu'il y a toujours des moments où vous allez avoir quasiment rien à faire et il y a des moments où en fait vous allez vous retrouver avec tout un tas de problèmes à gérer en même temps. Vous avez 3 locataires qui partent, il faut faire voler 3 états des lieux, les annonces, 3 états des lieux d'entrée, vous allez en plus avoir une fuite quelque part à gérer, il y en a un qui est un peu récalcitrant, vous savez pas pourquoi, il a toujours payé son loyer, d'un coup il vous donne plus de nouvelles. Enfin, c'est vrai qu'il y a toujours des moments où tout s'accumule. C'était un peu le cas en juin, on était rentré de vacances et directement, je sais plus, on a fait 3 états des lieux en 2 semaines et en plus il y en avait 3 ou 4 autres problèmes à gérer du même ordre. Donc c'est vrai que ça fait partie de notre activité et après derrière on a un mois où quasiment il se passait rien. On accepte notre sort. C'est ça. On fait un petit point sur les états des lieux du coup. Quels sont pour toi du coup les points sur les états des lieux qu'il faut faire attention? Alors sur l'état des lieux d'entrée, du coup, quand vous faites rentrer quelqu'un, que ce soit dans un local, dans un appartement, ou dans un local professionnel, c'est d'être rigoureux sur l'état des lieux. Moi, vraiment, je pense que s'il y a un truc que je trouve hyper répétitif et très ennuyeux, c'est réaliser l'état des lieux. Ça prend quasiment à chaque fois entre 45 minutes et 1 heure. Et encore, on est sur des petites surfaces à chaque fois. C'est en fait, il faut tout noter. Vous êtes là à la main. Si c'est pas meublé, vous n'avez pas de table pour écrire. Vous êtes là en train d'écrire sur le mur avec un stylo, de mettre combien il y a de prises, combien il y a d'interrupteurs. Enfin, c'est vraiment, je pense, un truc extrêmement casse-pied à faire, mais pourtant il faut que ce soit rigoureux parce que l'état des lieux est hyper important. Vous savez jamais ce qui peut se passer dans la durée de vie d'un bail et quand vous allez devoir récupérer votre appartement ou votre local à la sortie, il faut s'assurer qu'il soit dans le même état
et votre seule preuve juridique qui justifie dans quel état il était votre état des lieux d'entrée. Donc d'être quand même assez rigoureux sur ce que vous écrivez sur celui-ci et de faire des photos. Aujourd'hui, on a tous des smartphones qui font des super photos, faites des vidéos et photos. Donc en général, vous savez faire une vidéo de l'état général du logement ou du local et vous allez faire des photos plus précises, par exemple quand il y a un endroit en particulier ou justement, moi je dis toujours en général ce que je dis justement aux locataires pour que ils trouvent ça parfaitement juste. Je lui dis faites toutes les photos et vidéos que vous voulez et tout ce que vous estimez important d'écrire, on le note ensemble sur l'état des lieux d'entrée. Comme ça au moins il n'a pas l'impression que vous essayez de l'arnaquer et pour vous aussi vous vous retrouvez avec quelque chose qui est parfaitement complet. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il faut être impartial, c'est-à-dire que ça va dans votre sens, mais ça va dans son sens à lui aussi. Il faut pas essayer de masquer les choses qui sont... Ah non, pas du tout. Il faut être juste en fait. Mais il faut faire cet effort-là. Et moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des locataires qui m'ont dit « Ah, vous êtes sûr, on va faire un état des lieux, marquez ce que vous voulez dessus. » Ah oui, vous inquiétez pas, on va le faire. Et quand on parle de la sortie, parce que bon, on va reparler des états des lieux de sortie en même temps, mais on en reparlera pas plus après parce qu'il n'y a pas énormément de choses à raconter. Mais là, c'est pareil. Vous vérifiez tout ce qu'il y avait sur l'état des lieux d'entrée, vous vérifiez que c'est pareil et vous validez tous ces points-là et vous faites bien signer au locataire au moment où il s'en va parce que là encore, déjà pour lui, ça lui permet que vous pouviez lui rendre la totalité du dépôt de garantie qu'il a donné et en plus ça vous permet de contrôler l'état de votre appartement ou de votre local. Après, là encore, il faut être juste. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'usure normale. Forcément, si par exemple vous aviez un mur blanc, c'est normal quand on vit dans un bien, dans un local. Ça fait longtemps qu'il est là. C'est ça, le mur est toujours un peu moins blanc quand vous le récupérez. Tant que le mur est pas massacré et que le placo il n'y a pas des trous dedans, c'est pas quelque chose qui est très grave. Par contre, là où on est assez vigilant, c'est notamment dans les biens qu'on a meublés, quand on a mis des meubles neufs, on a toujours vérifié qu'ils étaient encore neufs quand on les récupérait 1 ou 2 ans après, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un canapé au bout de 2 ans il soit complètement démonté. Et ça nous est arrivé malheureusement pour même pas des locataires qui n'avaient pas fait attention, mais en fait ils avaient adopté un chat et le chat a massacré le canapé. Donc ça arrive, vous avez parfaitement le droit en tant que locataire d'avoir un animal, mais vous êtes responsable des dégâts qu'il fait. Donc il a massacré le canapé, on a dû racheter un canapé neuf totalement aux frais du locataire qu'on a gardé sur le dépôt de garantie, mais ça malheureusement c'est pas de notre fait et on était obligé de procéder ainsi. Donc c'est là aussi où c'est important pour vous que vous allez bien noter sur l'état des lieux d'entrée sur l'inventaire qu'il y avait bien un canapé, qu'il était neuf et que éventuellement vous aviez des photos. Après pareil, si vous devez remplacer un canapé, vous reprenez un canapé équivalent, votre locataire n'aura pas l'impression de se faire arnaquer. Maintenant effectivement si c'était une chaise qui coûtait 10 € Ikea et que vous le remplacez par un petit fauteuil qui coûte 200 balles, non, faut être juste, faut remplacer à la valeur que ça avait et en même temps moi ce que je proposais au locataire, il a pas voulu, c'était que puisque le canapé il était abîmé, on aurait encore pu l'utiliser, mais bon, nous on n'allait pas rester avec un canapé qui était massacré par le chat. Par contre on lui a dit si vous voulez récupérer l'ancien vous pouvez du coup, mais bon il a pas souhaité parce qu'il avait pas de quoi le transporter. C'est donc la fin de la première partie de l'épisode Comment gérer les locataires difficiles. À la post-prod, on s'est rendu compte qu'avec toutes nos anecdotes, on avait duré plus de 1h15. On s'est dit que c'était un peu long pour un seul épisode. On a essayé de le couper en 2. Donc vous aurez la suite la semaine prochaine. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici. N'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles sur les plateformes, vraiment ça nous aide. Et à nous suivre sur les différents comptes des réseaux sociaux. Vous connaissez Instagram, TikTok et LinkedIn. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.